à toutes et à tous. Alors, bienvenue à cette conférence sur invitation des laboratoires Cooper, dont le sujet est les particularités de la prise en charge des infections du sujet âgé par le pharmacien. Alors, vu l'espérance de vie en augmentation au niveau mondial, on constate que la répartition de la population grise devient de plus en plus étendue dans tous les continents. Et là, on ne parle pas d'une nouvelle race, mais d'une couleur de cheveux, car on voit de plus en plus de personnes grisonnantes. Les personnes âgées constituent une population qui fréquente de plus en plus nos officines, car elles développent des pathologies plus ou moins fréquentes et qui affectent plus ou moins leur qualité de vie et leur autonomie. Alors, il est vrai que si les fonctions organiques deviennent de plus en plus amoindries chez les personnes âgées, celles-ci deviennent de plus en plus vulnérables et exposées à des infections de plus en plus fréquentes, en particulier des infections bronchopulmonaires et urinaires, que Dr Redouane Ajouhi va nous exposer cet après-midi. Effectivement, au Maroc, on relève plus de 7% de la population de plus de 65 ans et ce chiffre sera multiplié par 10 en 2050. Et ce vieillissement ne va pas sans être accompagné de maladies donc chroniques et de certaines infections qui nécessitent des traitements que le pharmacien d'officine aura à charge d'expliquer aux patients afin de garantir leur observance et surtout éviter leurs complications qu'elles peuvent engendrer. C'est le rôle du pharmacien de par sa proximité avec sa patientèle et tout traitement entrepris précocement permet d'éviter l'atteinte d'autres organes. On ne meurt jamais de vieillesse, mais on meurt d'une maladie. Dr Redouane Ajouhi, que je remercie pour animer cet atelier avec la coopération de Cooper, est un omnipraticien gériatre installé à Casablanca, responsable de l'unité de gériatrie à la Clinique internationale de Casablanca, président de l'Association des médecins de Sidi Bernossi et secrétaire général du Forum des médecins du Maroc. Alors, Dr Redouane Ajouhi va prendre le temps de partager avec nous cette approche dans la prise en charge des personnes âgées par le pharmacien. Donc, merci à vous et merci au laboratoire Cooper et bon atelier à tous. Bonjour, je remercie Dr Nihia pour cette introduction. Tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de l'Officine Expo et le laboratoire Cooper de m'avoir permis d'être parmi vous et de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est le sujet âgé. Pourquoi le sujet âgé? Primo, parce que la population mondiale, elle est en train de vieillir et on va en faire partie dans un futur. Et que la gériatrie est un sujet qui est devenu à la mode. Tout le monde en parle. La deuxième des choses, parce que le sujet âgé est un sujet particulier. Pourquoi particulier? C'est par sa sémiologie, par sa carte microbienne, par ses infections et par sa prise en charge qui est très particulière. Tout d'abord, on commence avec la définition. Comme vous voyez, selon l'OMS, un sujet âgé, c'est un sujet de plus de 65 ans. Et on n'en parle plus de cette définition parce que c'est une définition de l'âge chronologique. Sur le plan médical, comme vous voyez ici, on parle d'un sujet âgé de 75 ans ou bien d'un sujet de plus de 65 ans avec comorbidité, 2-3 pathologies. Et c'est ce qui est fréquent. Pour les anglo-saxons, ils ont un tout petit peu détaillé les choses. On parle d'un jeune âgé, moyennement âgé et très âgé. C'est vrai que le vieillissement, c'est un processus naturel, c'est l'évolution des choses, mais il y a plusieurs trajectoires de ce vieillissement. Il y a un vieillissement qui est réussi, d'accord, et ça représente presque 15 à 20%, et ce sont des sujets autonomes, actifs, vigoureux, qui gardent leur rythme de vie et leur style de vie. L'autre extrême, ce sont des sujets grabataires, dépendants. Eux aussi, ils présentent 15% de la population. Et entre les deux, il y a la grande majorité de nos malades qu'on voit dans nos cabinets ou bien que vous voyez dans vos officines. C'est vrai que le vieillissement est un phénomène mondial
la population est en train de vieillir. Si on prend l'exemple du Maroc, maintenant on est à 7% de la population marocaine qui est âgée de plus de 65 ans. Et d'ici 2050, la population mondiale aura plus, 80% de la population mondiale, elle aura plus de 60 ans, surtout dans les pays aux voies de développement. Pourquoi ça? Pour la simple raison qu'il y a une évolution de la médecine, il y a l'accès aux soins et surtout c'est le programme de vaccination qui était instauré. Et ça explique le gain sur l'espérance de vie. Si on prend l'exemple du Maroc, dans les années 80, l'espérance de vie était presque de 48 ans. Maintenant, on parle de quelque chose comme 74 ans comme espérance de vie. Pour mieux savoir et pour mieux gérer nos sujets âgés, avant que je continue, du fait qu'on n'est pas nombreux, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, on peut discuter, s'il y a des questions, on fait ça au fur et à mesure. Le vieillissement, c'est vrai que c'est un processus qui est hétérogène, qu'il existe un déclin progressif des fonctions, reins, poumons, cœur. Si on prend l'exemple du rein, depuis notre naissance, le rein, il perd 1 millilitre par an de son débit de filtration glomérulaire. Ça veut dire que c'est une moyenne de 50 à 60 millilitres chez un patient qui a 60 ans. Et c'est la raison pour laquelle que juste 30% des sujets âgés, ils ont une fonction rénale qui est normale. Et pour les autres, c'est une fonction qui est altérée, qu'il faut prendre en considération en prescrivant nos médicaments. Les difficultés de l'adaptation des personnes âgées au stress. Et quand je dis stress, ça veut dire tout ce qui est pathologie, infection et tout ce qui est troubles cognitifs. Il existe un déclin fonctionnel responsable de la modification pharmacologique. Comme je viens de le dire, on a juste 30% qui ont une fonction rénale qui est normale. Et c'est ça qui nous intéresse dans nos prescriptions de chaque jour. Avec une fonction rénale qui est altérée, il faut toujours prendre des précautions, calculer le débit de filtration glomérulaire avant de donner quoi que ce soit pour nos malades. Deuxième caractéristique qui nous intéresse, on sait très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, que le sujet âgé, c'est un sujet polypathologique. Et qui dit polypathologie, dit polymédication. Une moyenne de 4 à 6 médicaments par personne, ça veut dire en ville, et 6 à 8 en institution. On trouve un petit peu de cardioaspirine, on trouve des statines, des alpha-bloquants, et même des choses qui, pour moi, parfois qu'il faut les enlever. Et c'est la raison pour laquelle que la première consultation en gériatrie, c'est qu'on appelle une consultation de ménage. Ça veut dire qu'il faut faire le ménage dans les ordonnances. Il y a tout d'abord des médicaments qui sont doublés, parce que le malade il est vu par exemple, un endocrino, comme on a dit tout à l'heure, il le met sous statine parce qu'il voit qu'il y a une indication, vu par un cardiologue. Et en fin de compte, c'est vrai qu'on dit que le médecin généraliste est la première ligne dans la prise en charge des malades, mais je pense que le pharmacien, c'est vraiment la première ligne, parce que c'est vous qui délivrez ces ordonnances et vous êtes mieux placé pour savoir est-ce que c'est le même médicament qui prend le malade avec deux noms différents et qu'on trouve le surdosage. Et il y a beaucoup de médicaments qui peuvent altérer l'état général du malade suite à un surdosage. Et qui dit polymédication, 4-5 médicaments, là où il y a le risque qui est très important des interactions médicamenteuses et le risque des accidents iatrogènes. Je vous donne un exemple simple. Un patient qui vient nous voir, vous voir pour une rhinopharyngite. On a tous la main facile à donner des macrolides. C'est vrai ou pas? Je pense que c'est vrai et c'est une indication. Mais le problème, qui de nous pose la question, est-ce que ce malade prend des médicaments, surtout par exemple la colchicine? Le patient il était vu une semaine avant par un médecin pour une crise de goutte, il prend de la colchicine. Il vient nous voir pour une rhinopharyngite, on donne la macrolide. Macrolide, colchicine, torsade de pointe, arrêt cardiaque, mort subite. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas ces malades-là. Parce que ces malades sont récupérés au niveau du service des urgences, au service de réanimation. Et qu'on n'a même pas un feedback par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle il faut toujours poser la question, de voir qu'est-ce que le malade y prend et d'avoir son vidal à côté de lui. C'est pas grave, on ne peut pas tout savoir, mais c'est pas grave de jeter un coup d'œil avant de donner quoi que ce soit. Et surtout, dans votre cadre, il y a
des médicaments de conseil que vous donnez, vous conseillez aux malades de prendre des médicaments, il faut en général savoir toutes les interactions médicamenteuses par rapport à ça, surtout pour le sujet âgé. Et on va revenir par la suite pour expliquer pourquoi ça. Les autres caractéristiques qui nous intéressent, c'est la dénutrition. La dénutrition qui est souvent liée aux polypathologies. 3 à 5 malades qui sont à domicile sont dénutris. 20 à 60% dans les institutions, on sait très bien, nos institutions, on sait très bien comment ça se passe. Et qui dit dénutrition, ça veut dire une hypoprotidémie. Hypoprotidémie, hypoalbumine. Et on sait très bien tous que l'albumine, c'est le transportateur de l'antibiotique. Si on est en hypoalbumine, on ne serait pas efficace. Ça veut dire que c'est un paramètre. On n'a pas le transporteur. Comment on peut traiter cette infection-là? Et comment on peut atteindre le cytèdre? Ce n'est pas possible. La déshydratation. Parce qu'on voit des malades qui font des insuffisances rénales aiguës à cause d'une déshydratation. Le patient il fait une diarrhée, simple. La réhydratation, fréquemment on l'oublie. On l'oublie de donner tout ce qui est sels minéraux. Le patient il prend un IEC. Et c'est parmi les indications de l'arrêt de l'IUC en urgence. Une diarrhée qui dépasse 48 heures, il faut arrêter l'IUC. Quel que soit, et c'est à votre niveau. Ou bien le conseiller d'aller voir son cardiologue. Peut-être qu'il remplace l'IUC par un autre médicament le temps qu'on gère le problème de la diarrhée. La déshydratation, pourquoi? Parce que c'est physiologique, c'est le sujet âgé, c'est une diminution de la sensation de soif. Et la deuxième raison, parfois, c'est voulu. Le sujet âgé, il ne veut pas boire parce que le problème de la polyurie, avec ses douleurs articulaires, la douleur de ses genoux, il ne veut pas y aller à chaque fois les toilettes, ce n'est pas pratique pour lui, ça lui fait mal, et il décide de ne pas boire beaucoup d'eau. Il faut insister. La moyenne, c'est 1 litre, jusqu'à 1,5 litre par jour pour le sujet âgé. C'est le minimum. Ça veut dire, si on veut résumer le processus du vieillissement et le lien avec les pathologies infectieuses, c'est que lors d'une infection, on a une rupture de l'équilibre. Et cette rupture de l'équilibre qui peut aggraver le malade si on n'agit pas à temps. D'où la place d'un raisonnement gériatrique. Comme vous voyez, le chiffre 1, c'est le facteur 1, c'est le vieillissement des organes, qui est un vieillissement normal. C'est un déclin qui est normal. Le facteur 2, c'est les pathologies organiques. C'est quand le malade il fait une insuffisance cardiaque, il fait du diabète, il y a un déclin, ça veut dire qu'il y a une altération de la fonction des organes nobles. Et ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est le troisième, et c'est le facteur déclenchant. Le facteur déclenchant. Je vous donne un exemple pour un petit peu comprendre. On a un malade âgé de 75 ans, traité pour hypertension, diabète, et qui fait une grippe. On va dire qu'on va donner un traitement symptomatique. C'est ce qu'on fait tous, en général, au début. Ce n'est pas très juste chez le sujet âgé. Parce que c'est vrai que les surinfections post-virales de la grippe, par exemple, chez l'adulte, elle est presque inexistante. Mais chez le sujet âgé, elle est très très fréquente. Et le germe le plus incriminé, c'est le staph doré. D'où une indication de mettre le malade sous antibiotiques. Entre parenthèses, les antibiotiques, on va en parler tout à l'heure. Quel antibiotique prescrire et pourquoi le prescrire? Si on parle du staph doré, c'est une amoxicilline protégée, elle peut faire l'affaire. Ce sujet âgé, si il est vieux, ça ne veut pas dire qu'il a plus de résistance. Pour tout ce qui est infection nosocomiale, c'est la même chose comme le sujet adulte. Ça veut dire, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes germes, mais c'est le même traitement. Ce patient, si on ne le traite pas, au bout de 48 heures, on peut le voir dans un service de réanimation intubé, ventilé pour une détresse respiratoire. Et c'est là le déclin. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas une prise en charge pluridisciplinaire pour récupérer ce malade, même s'il va rester vivant, il va rester handicapé pour toute sa vie. Parce que durant les hospitalisations qu'il faut éviter chez les sujets âgés, parce qu'il y a un risque d'infection nosocomiale, il y a ce qu'on appelle la fente musculaire. On ne fait pas de kiné, le malade ne récupère presque jamais.
Si on parlait un tout petit peu de l'épidémiologie, c'est vrai que les infections, elles sont fréquentes, graves et mortelles en gériatrie. La prévalence des infections, elle est de 16%. Et c'est la troisième cause de mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Sur une série d'autopsies faites en institution sur des malades décédés, on a découvert que 30% des décès étaient à cause des pneumopathies. C'est-à-dire que ces malades-là, c'est que même leur médecin traitant, il ne savait même pas qu'il avait cette pneumopathie. C'est qu'on n'arrivait même pas à la diagnostiquer. Et ça, il y a une seule explication, et c'est ce qui rend la tâche plus difficile, c'est la pauvreté du tableau clinique. Parce que fréquemment, le sujet âgé, il est asymptomatique. Et au contraire, et encore mieux, qu'il y a des signes trompeurs qu'on va voir par la suite. La physiopathologie, ça veut dire, on sait très bien, on est d'accord que les moyens de défense contre l'infection sont diminués chez le sujet âgé, surtout chez les sujets polypathologiques. Parce qu'on peut avoir deux personnes du même âge traitées pour les mêmes maladies, mais un diabétique qui a son HbA1c qui est de 6,5, 7, on ne va pas le prendre en charge comme un patient qui a un HbA1c qui est à 11. Et ce qui rend encore là la mission plus difficile, c'est que ces malades-là, leurs infections, elles sont plurimicrobiennes. Ça veut dire, même si on s'acharne à faire des prélèvements pour savoir la cause, fréquemment on trouve 2-3 germes. D'où l'antibiothérapie avec 2-3 molécules, elle est indiquée chez le sujet âgé. Ce qui est le contraire chez le sujet normal. Et nous, on prend ça au contraire. Un sujet âgé, il est fragile. Soit on sous-traite, soit on essaie d'acharner le maximum. Parce qu'on dit qu'il a des résistances. Il n'a pas de résistance. Les germes qui sont impliqués, ils sont les mêmes comme un sujet normal. Sauf si ce malade-là, il prenait des antibiotiques toute sa vie. C'est la seule explication qu'on peut trouver. Ça veut dire, pourquoi on a cette vulnérabilité? Primo, il y a une fragilisation du revêtement cutané muqueux, bronchique, digestif, urinaire. Et ça nous explique déjà les sites d'infection chez le sujet âgé. Parce qu'on les traite par site. Et les deux sites les plus fréquents, comme elle a été mentionné tout à l'heure, c'est les bronchopulmonaires et les infections urinaires. Pourquoi ça? Parce qu'avec cette fragilisation, il y a une facilitation de la pénétration des germes. Pour la fonction phagocytaire ou bactérienne, elle est rarement touchée. Ça veut dire que l'immunité du sujet âgé, elle est la même. Si on s'amuse à faire des prélèvements et voir la numération formule, elle a le même nombre pratiquement des globules blancs, le même nombre de PNN. Ça veut dire que ce problème-là n'existe pas. Pour le système immunitaire, pour l'immunité humorale, c'est vrai, il y a une diminution pour la réponse des anticorps, en particulier la réponse aux primo-infections. Et surtout, c'est par rapport à la tuberculose. C'est vrai que la majorité des malades, ils font une tuberculose, mais en primo-infection, c'est au niveau des institutions. Ce n'est pas les infections qu'on chope à l'extérieur. Pour l'immunité cellulaire, c'est vrai qu'il y a une diminution proliférative, une perturbation des sécrétions des cytokines, mais le seul paramètre qui nous intéresse le plus et qu'on prend en considération, c'est la lymphopénie. Quand on a une lymphopénie qui est inférieure à 500, c'est un signe de très mauvais pronostic. C'est pareil comme la PCT, qui est le procalcitonin, quand il est supérieur à 100, c'est un taux de mortalité de 100%. Les différents types d'infections que peut avoir un sujet âgé, les infections communautaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les traite en tant que sujet normal, sont sensibles aux antibiotiques qu'on donne, sauf il faut, comme je le dis et je le redis, il faut faire toujours attention aux interactions médicamenteuses et aux médicaments qu'on donne. Ce qui présente le plus le sujet âgé sont des surinfections, aux infections virales. Et c'est là où l'intérêt d'une bonne antibiothérapie. Pour les antibiotiques qui sont préconisés en cas de surinfection, en général, on opte plus pour les amoxicillines protégées pour deux raisons.
Premièrement, quand ça ne nécessite pas une adaptation de la posologie par rapport à la fonction rénale. Et la deuxième des choses, c'est qu'ils sont bien tolérés. Je vous donne un exemple. Un patient qui vient nous voir pour une bronchite qui traîne depuis une dizaine de jours. Il est âgé, il est traité. Fréquemment, on a la main facile à prescrire les quinolones. On dit qu'ils sont plus efficaces. Oui, certes que les quinolones sont de bons antibiotiques, ils sont efficaces, mais il faut les prescrire dans leurs indications. Il faut se mettre dans la tête que les quinolones sont des antibacillaires de deuxième ligne qu'on aura recours en cas d'infection, tuberculose, en cas d'échec de traitement avec antibacillaire. Et la deuxième des choses, c'est qu'on décapite l'infection. Et il y a un retard de diagnostic. Et qui dit retard pour le diagnostic, qui est moyen de 3 mois chez nous au Maroc, ben, le pronostic vital, il est en jeu. Il faut encore faire attention aux infections associées. Ça veut dire qu'on ne traite pas de la même manière une bronchite comme une exacerbation de BPCO. Surtout qu'il y a des sujets âgés qui font de la BPCO et qui sont soit non diagnostiqués, soit maltraités, qui ne prennent pas leur traitement de fond. Et ça me paraît un peu bizarre quand on commence à parler d'un asthme. C'est vrai qu'il existe l'asthme tardif, mais fréquemment ce sont des BPCO qu'il faut les prendre en charge d'une manière correcte. Il ne faut pas hésiter à la recherche d'une tuberculose, parce qu'il y a une réactivation de la tuberculose. Pour les infections latentes, ben, on a la tuberculose qu'il faut toujours chercher. Il y a une réactivation de la varicelle et de l'herpès. Pour Zona, ben, il y a déjà un vaccin qui existe, c'est parmi les vaccins qui sont recommandés pour le sujet âgé, qu'il faut le faire. À la fin, on va parler de la vaccination du sujet âgé. Les infections chez le sujet âgé, comme je l'ai dit, elles sont fréquentes. Mais les deux sites qui nous intéressent le plus, et parce que ce sont les sites les plus atteints, ben, c'est les infections bronchopulmonaires qui présentent presque 50% des infections de sujet âgé et les infections urinaires qui présentent presque 45% des infections. Et si on fait la somme, ben, ça fait pratiquement 90% des infections qu'on peut traiter d'une manière facile, rapide et sans avoir de complications. Le reste, ben, sont des infections digestives, de la tuberculose. Et la tuberculose, quand on dit tuberculose, ben, toujours on pense à la tuberculose pulmonaire. Chez le sujet âgé, c'est un peu différent. C'est toujours, et c'est fréquemment une tuberculose extrapulmonaire. C'est quand on dit extrapulmonaire, ben, c'est une tuberculose ganglionnaire, c'est une tuberculose pleurale, c'est une tuberculose cutanée, osseuse. Le mal de pote, ça existe encore chez nous, mais on le sous-diagnostique. On voit le malade avec une douleur, ben on s'amuse à donner des anti-inflammatoires. Entre parenthèses, parlant des anti-inflammatoires, je vous donne encore un exemple des interactions médicamenteuses. Un patient qui est suivi pour une gonarthrose, sous traitement de fond, des antiarthrosiques à action lente, et qui fait une poussée congestive, ben, il a mal. Il vient vous voir dans vos officines ou chez nous, dans nos cabinets, ben, la première des choses qu'on prescrit, c'est quoi? C'est un anti-inflammatoire. Et on oublie de poser la question, le malade, qu'est-ce qu'il prend? Un malade qui prend, soi-disant, soit s'il est traité pour une insuffisance cardiaque, ou bien il n'est même pas traité. Parce qu'une insuffisance cardiaque, à minima, ben, elle n'est pas diagnostiquée. Le monsieur, il a mal, il ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas, avec le tableau typique qui est la dyspnée d'effort, longueur d'effort pour qu'il consulte un cardio. Et même si on consulte, ben, sur l'échographie, si on a une fonction VG qui est de 50, 60, ben, on ne traite pas. Il prend l'anti-inflammatoire, au bout de 3 jours, ben, on entend qu'il a atterri en réanimation. Pourquoi? Le monsieur, il a fait un saignement occulte, il fait une petite anémie. L'hémoglobine qui était à 12, ben, il descend à 11. Vous allez me dire que 12, 11, c'est pas grave. Mais c'est une anémie hypoxique pour le myocarde, ce qui donne une décompensation cardiaque. Et on va avoir le malade avec une insuffisance cardiaque, mais avec une fonction ventriculaire conservée.
Et c'est ça le 3 dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire c'est l'anti-inflammatoire qu'on a mis. C'est vrai qu'il a sa poussée. Ben, on aurait pu traiter par du paracétamol, par de la kiné, ben, des vessies de glace, avant de passer l'anti-inflammatoire. Et même quand on le prescrit, ben, il ne faut pas dépasser 3 jours d'anti-inflammatoire. Nous, on a l'habitude de prescrire 7, 10 jours. Même, je vois des tendances chez des sujets âgés qui prennent des anti-inflammatoires pendant 3 mois. Là, on va un tout petit peu détailler les particularités de l'infection pulmonaire du sujet âgé. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la première cause de mortalité d'origine infectieuse et la troisième cause de mortalité en général chez le sujet âgé. Pour mieux traiter et mieux gérer nos malades, ben, il faut avoir une idée sur la cartographie microbienne du sujet âgé. Comme vous le voyez ici, ben, le premier germe impliqué, c'est le pneumocoque. Le pneumocoque, il est sensible à l'amoxicilline. On est d'accord? Personne n'est d'accord avec moi. Ben, moi, je traite le pneumocoque avec de l'amoxicilline, ben, il est sensible. L'hémophilus sensible à l'amoxicilline protégée. Les bacilles gram négatives, ben, ils sont couverts par les amoxicillines protégées. En cas de surinfection, comme on a dit tout à l'heure, ben, la surinfection post-virale, c'est le staph doré et il est sensible à l'amoxicilline protégée. Les anaérobes, ben, quand on dit les anaérobes, c'est fréquemment, c'est soit les exacerbations de la BPCO, soit le reflux gastro-œsophagien, c'est par, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, la musculature qui n'est pas développée, le diaphragme ne marche plus bien, ben, le monsieur, il fait un reflux la nuit, il a le droit de faire une pneumopathie d'inhalation. Chez les malades qui ont fait des AVC ischémiques, ils font des pneumopathies d'inhalation. Ben, même ici, une amoxicilline protégée, elle fera l'affaire. Mais il faut une surveillance étroite, ça veut dire revoir le malade après 2-3 jours, réévaluer. Surtout que le tableau, il est atypique. Si on va parler de la sémiologie, ben, elle est vraiment très différente. On va revenir par la suite. Ça veut dire pour les infections pulmonaires, l'amoxicilline protégée, elle reste l'antibiotique de première intention. Par la suite, s'il ne s'améliore pas, ben, il faut creuser, il faut bilanter, il faut chercher. Je vous donne l'exemple d'une toux persistante chez un sujet âgé. Vous allez me dire, la tuberculose, oui, c'est vrai, mais on fait une radio pulmonaire. Mais il y a une maladie qu'on oublie tous, c'est la coqueluche. Ah oui. Et vous savez pourquoi? Vous savez que depuis 1940, ben, il y a un programme de vaccination. C'est-à-dire, on peut dire qu'on s'est débarrassé de la coqueluche. Mais chez qui? Chez l'enfant. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah, l'enfant, le sujet, parce qui a fait des rappels? Faites les gens, personne. Puisqu'il n'y a pas de rappel, ben, il y a un risque. Et la coqueluche, elle est fréquente chez le sujet âgé. Je vous donne un autre exemple, mais qui va être un tout petit peu loin. Ah ben voici. Oui, oui. D'où il l'a chopé? Oui, parce que le sujet âgé, il a reçu son vaccin, mais il n'y avait pas de rappel. C'est la raison pour laquelle qu'il l'a chopé, et par la suite, ben, il peut le transmettre les membres de la famille, l'enfant, une femme enceinte, c'est comme vous voulez. L'autre, oui. Ben, comment reconnaître la coqueluche? Ben, c'est simple, déjà c'est une toux qui... Chez la personne. Comment? Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Ben, pour la reconnaître, c'est simple. Il n'y a pas de symptomatologie typique. Parce que toute la sémiologie du sujet âgé, c'est une sémiologie qui est très pauvre. On va parler tout à l'heure des signes cliniques qui peuvent nous orienter. Mais pour la coqueluche, c'est déjà une toux persistante. Ça veut dire le monsieur, elle a une toux. Il est parti voir le médecin. Ou bien il est venu vous voir. Vous le mettez sous amoxicilline protégée. Au bout de 4-5 jours, il n'y a pas d'amélioration. Il a fait une radio pulmonaire. Il n'y a rien, ce n'est pas de la tuberculose. On le met systématiquement sous corticoïdes. On dit qu'on va résoudre le problème. Il n'y a pas d'amélioration. Ben, c'est une coqueluche. Jusqu'à preuve du contraire. Et il n'y a pas de preuve, même chez l'enfant. Comment on peut prouver chez l'enfant qu'il a une tuberculose? Oui,
Parce que, à première vue, à première consultation, ben, on peut pas le savoir. Parce qu'on le traite comme une bronchite, comme une pneumopathie. Mais quand ça ne marche pas, ben, on revoit notre malade et on refait notre examen clinique et on commence à creuser. Je vous donne encore un autre exemple par rapport à une toux qui est persistante. Vous savez que même une toux persistante, en gériatrie, ça peut être une vascularite. Une vascularite. C'est quoi la vascularite? Ben, c'est une inflammation chronique, c'est une maladie auto-immune des vaisseaux. Une toux persistante chez un sujet âgé, ça peut être un effet secondaire d'un IEC. D'un IEC, un inhibiteur d'enzyme de conversion. C'est pour ça que c'est très difficile. Mais la sonnette d'alarme, je pense que c'est le pharmacien qui doit tirer cette sonnette d'alarme. Parce qu'un malade qui vient vous voir, vous donnez un traitement, il va voir un médecin, vous le livrez, et par la suite vous le revoyez, il demande un sirop pour stopper la toux, ben, vous pouvez la sonnette d'alarme, vous pouvez la déclencher et lui demander d'aller voir un gériatre s'il est âgé, voir un pneumologue, malgré que pour y penser c'est difficile. Mais il faut creuser. Et je pense que la majorité des malades, ben, ils écoutent plus leur pharmacien que leur médecin traitant. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais s'il va traîner, les médecins, mais personne ne pense à la coqueluche. Vous croyez que c'est pour ça que je vous ai dit que la gériatrie, c'est une spécialité qui est particulière. Le sujet âgé, c'est un sujet qui est particulier. Il ne faut pas s'y attendre. Donc, les signes cliniques qu'on a l'habitude de voir. Je vous donne un exemple simple. Qui dit infection, dit fièvre. Le sujet âgé ne fait pas de fièvre. Même lors des infections graves. Il est en sepsis hospitalisé. Flaréa, sous tous les traitements du monde possibles, mais il ne te fait pas de fièvre. C'est ça la particularité. C'est le vieillissement du système immunitaire. Parce que c'est quoi la fièvre? C'est une défense de l'organisme. Le monsieur, son organisme ne se défend pas. Je vous donne encore un autre exemple. On prend le cas d'une personne qui est infectée, qui peut te faire un tableau que ça n'a rien à voir avec l'infection. Il te fait, par exemple, quand on dit trouble cognitif, c'est quoi pour vous? C'est un sujet âgé. On va systématiquement penser maladie d'Alzheimer. C'est pas vrai du tout. Parce que tout trouble cognitif d'installation brutale, c'est une infection jusqu'à preuve de contraire. Il faut chercher. Parce que l'Alzheimer, ça ne se développe pas comme ça. Aujourd'hui, il est bien, le lendemain, il n'est pas bien. C'est pour ça toute modification du comportement du malade, d'un sujet âgé, c'est une infection en premier lieu. J'en ai vu des malades traités pour des infections à plusieurs reprises, pour des troubles cognitifs, traités en tant que maladie d'Alzheimer, en tant que trouble cognitif, ce n'était pas le cas. Il fallait juste chercher, creuser, trouver le site d'infection. Et fréquemment, on a recours à des traitements probabilistes avec 2-3 antibiotiques, avec une hospitalisation, et ça donne des résultats. Les troubles cognitifs, on peut les voir, et ce n'est pas de la maladie d'Alzheimer, en cas d'hypovitaminose B. On fait une numération, le monsieur fait le trouble cognitif, on fait une numération formule, c'est une anémie macrocytaire avec une VGM qui est très élevée, qui est supérieure à 100. On demande le dosage des folates, il est très bas. On lui donne une semaine d'injection d'hydroxo et les troubles cognitifs, ils ont disparu. C'est pour ça qu'il y a un bilan des troubles cognitifs qu'on demande, qu'il y a un bilan systématique. Et on traite des maladies d'Alzheimer sans avoir des preuves. Et la preuve, c'est une IRM centrée sur les hippocampes. S'il n'y a pas d'hypotrophie hippocampique, on ne parle pas de maladie d'Alzheimer. On peut avancer? Les deux facteurs qui peuvent aggraver l'infection pulmonaire du sujet âgé, c'est l'existence d'une bronchopneumopathie obstructive, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la grande fréquence des épisodes grippaux. D'où l'intérêt de la vaccination. Les deux vaccins qui sont très importants chez le sujet âgé, c'est le vaccin antigrippal et le vaccin du pneumocoque. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la première cause de mortalité du sujet âgé, l'infection, et c'est la troisième cause de mortalité en général.
un patient vacciné, c'est un patient qu'on peut dire plus ou moins qui est protégé. C'est vrai que ça n'existe pas du 100%, ça n'existe pas pour la médecine en général, mais c'est une protection, ce sont des vaccins qui sont obligatoires. En ce qui concerne le deuxième site, qui est les infections urinaires, 20 à 50% des femmes de plus de 80 ans, 5 à 20% des hommes et les maladies porteurs des sondes vésicales de plus de 8 jours. Ils ont une bactériurie asymptomatique. C'est quoi une bactériurie asymptomatique? On trouve des médecins qui demandent des ECBU ou bien un test de la bandelette. On trouve des leucocytes. On peut trouver des nitrites, un tout petit peu de protéines. Ces paramètres, c'est de l'infection urinaire. On demande un ECBU. Le CBU, on a le germe le plus impliqué et incriminé, c'est l'Escherichia coli. On la traite. On donne un traitement. Et c'est faux. Il ne faut pas traiter une infection. Il ne faut pas traiter une bactériurie asymptomatique. Si le patient ne se plaint pas qu'il n'y a pas de dysurie, de nicturie, il n'y a pas des signes en faveur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de fièvre, et ça c'est d'une installation qui est récente, on ne le traite pas. Le traitement c'est simple, c'est de la flotte, il faut boire de l'eau. Parce que la bactérie qu'on a ici, c'est de la colonisation. Et l'autre exemple de la colonisation, c'est le traitement des escarres. On voit jusqu'à aujourd'hui des gens qui font des prélèvements sur les escarres et les envoient le bactério, un antibiogramme, on traite. Ça ne sert strictement à rien, c'est de la colonisation. S'il n'y a pas de signe d'infection qui est la rougeur, des adénopathies, on ne traite pas. C'est de la colonisation. Ce sont des colonnes qu'on trouve chez tout le monde. Ça ne sert à rien de traiter. Mais c'est vrai, quand on a une rougeur, on a des adénopathies. S'il y a par exemple au niveau du pied, on trouve des adénopathies inguinales, oui, on peut y aller. Si on demande une CRP qui est très élevée, si on demande une PCT de la pracalcitonine qui est élevée, oui, on peut traiter. Mais comme ça, faire un prélèvement en envoyé, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire, on a dit que pour ces malades-là, il ne faut pas traiter, il faut boire de la flotte. Et le problème, il sera réglé. Si on s'amuse même à refaire un ECV au bout de 2-3 semaines, il n'y aura plus d'infection. Oui, madame. Combien de temps on peut attendre avant l'apparition des adénopathies? Par exemple, quelqu'un qui a des escarres, on suspecte être infectieux, qui ne présente pas d'adénopathie. Combien de temps on peut le laisser sans antibiothérapie? Du fait qu'il n'y a pas d'adénopathie, qu'il n'y a pas de fièvre, qu'il n'y a pas de rougeur, le pourtour, ça ne nécessite pas d'antibiothérapie. Si les soins sont bien faits, et parlons des soins, on a tous l'habitude d'utiliser la bétadine pour les soins. Il faut bannir ça. Pas de soins à la bétadine. La bétadine, elle retarde la cicatrisation. Il ne va jamais cicatriser. Les soins, c'est avec du sérum salé. Il faut bien frotter avec du sérum salé. Et il y a des pansements qu'on utilise. Mais pas de la bétadine tulle. Il y a du tulle gras, du vaseline. Il y a des gens qui utilisent le miel. C'est vrai qu'il n'y a pas d'études, mais ça donne des résultats. Il y a des pansements à base d'argent, oui. À base d'argent, ils sont très très bien pour la cicatrisation. Même pour les gangrènes. Mais donner des antibiotiques, un patient qui prend des antibiotiques pendant 3-4 semaines, et on tape vraiment très fort avec des antibiotiques qui sont très forts, la Velox qu'on adore prescrire. Je pense que s'il n'y a pas une preuve et qu'on n'est pas sûr qu'il y a de l'infection, il ne faut pas. Et comme je vous dis, même avec le prélèvement liquidolopsmiso, ça ne sert strictement à rien. Il faut des signes. Parce qu'on traite un malade, on ne traite pas une maladie. C'est vrai que ce malade, s'il fait un escar et on voit qu'il y a une altération de l'état général, il y a de l'anorexie, on commence à avoir des petites adénopathies, la douleur qui augmente parce qu'on voit des escars sans douleur. Pas de douleur, pas d'infection, pas d'inflammation, c'est-à-dire on ne donne pas d'antibiotiques. On fait des soins corrects, et même il y a un truc qui nous manque beaucoup ici au Maroc, c'est les caissons hyperbares, qui ont une grande indication dans les traitements des ulcères chroniques. Il y a même d'autres indications, on peut les utiliser pour les surdité d'installation brutale, l'infertilité. Mais malheureusement, on n'en a que 2
sur Casa. Ça dit comme je l'ai dit, ben, pour ces malades-là, il faut pas traiter. Honnêtement, parce que cette patiente, depuis quand elle prend un antidiurétique? Depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas ce problème-là. C'est-à-dire que c'est une symptomatologie qui est récente. Et qui dit symptomatologie qui est récente, c'est-à-dire là, il faut chercher l'infection. Mais on ne traite pas à l'aveugle. Sauf s'il y a des signes vraiment, des signes qui sont graves. Ça veut dire qu'il y a une vraie altération de l'état général de malade. S'il commence à faire des trucs cognitifs, des chutes, parce que je vais parler des signes d'infection chez le sujet qui sont vraiment très différents par rapport au sujet normal. Ça veut dire là ce qu'il faut faire, je ne sais pas, mais je veux dire ma conduite. Si je vois une patiente comme ça, le diurétique, ça veut dire qu'il faut encore revoir. Puisqu'elle est depuis longtemps, c'est-à-dire il fait de l'insuffisance cardiaque, on ne va pas l'arrêter. On va se mettre d'accord qu'on ne va pas arrêter un diurétique chez quelqu'un qui fait de l'insuffisance cardiaque. Je peux faire un petit test chez moi au cabinet à la bandelette. Ça veut dire les bandelettes urinaires, l'abstix. Je vais avoir des leucocytes, je vais avoir peut-être des nitrites, ce sont des... je peux avoir une petite protéinurie, un peu de sang. Ça, c'est en faveur d'une infection urinaire. Mais la question qu'on doit se poser, avec quoi on va traiter? Comme je viens de le dire, il y a le germe le plus incriminé, c'est l'Escherichia coli. Je pense qu'il y a un pointeur mieux que le mien. Bah, si on va parler, c'est le germe le plus incriminé, c'est l'Escherichia coli. Mais l'Escherichia coli, il présente beaucoup de résistance par rapport aux amoxicillines et aux amoxicillines protégées. Pour les amoxicillines bases, là, c'est connu. Pour les amoxicillines protégées, c'est pratiquement 30% de résistance. Mais on ne va pas prendre de risque à prescrire un médicament auquel on peut avoir une résistance. Ça veut dire le traitement de première intention chez ce sujet-là, surtout pas les quinolones. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il peut faire une tuberculose urinaire. On va décapiter. Par la suite, ça va être très difficile de diagnostiquer. L'antibiotique le plus adéquat pour cette situation-là, ben, c'est le céphalosporine 3e génération. Et on les donne par voie intramusculaire, primo. C'est-à-dire qu'on va être sûr que le patient va prendre son traitement avec la dose complète. Ce n'est pas quand on donne des sachets ou bien des comprimés. Est-ce qu'il les prend, est-ce qu'il ne les prend pas? On se pose parfois des questions en cas d'échec le traitement. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y a pas de résistance. À la rigueur, démarrer avec une céphalosporine 3e génération, à la rigueur les 2-3 premiers jours, le temps d'avoir les résultats de l'ECBU. Et par la suite, on va traiter et on peut faire ce qu'on appelle une désescalade thérapeutique. Ça veut dire si on va avoir des Escherichia coli qui est sensible, l'amoxicilline protégée, mais avec une preuve, oui, on arrête les céphalosporines 3e génération, on reprend avec une amoxicilline protégée. Si ce germe il est résistant à l'amoxicilline protégée, ben, on va se fier l'antibiogramme et on commence à traiter tout en essayant de choisir l'antibiotique qui est plus adéquat et toujours, je le dis, je l'aurais dit, faites attention aux interactions médicamenteuses. Comme je l'ai dit, ben, il y a beaucoup de résistance par rapport de l'Escherichia coli par rapport à l'amoxicilline et aux amoxicillines protégées. Ce que je viens de dire, ben, qu'il ne faut pas les utiliser en première intention, il faut privilégier les céphalosporines 3e génération, le temps d'avoir les résultats de l'ECBU et faire par la suite une désescalade, d'accord? Soit une bioantibiothérapie. Parfois, on a recours à une bioantibiothérapie. Si on a une sensibilité qui est moyenne aux céphalosporines 3e génération et avec une sensibilité, par exemple, au fluoroquinolone, ben, on peut les associer. Parce qu'il y a des germes qui sont multirésistants, mais surtout ça, on le trouve au niveau hospitalier. Ce n'est pas dans les cabinets, mais chez des malades qui sont hospitalisés.
un autre point, c'est que on sait très bien que les officines, ben, on a plus la main, les traitements minutes, pas de place chez le sujet âgé. Pas de traitement minutes. Ils ne sont pas efficaces, ils servent strictement à rien. Là, je vais parler un petit peu de la tuberculose. La morbidité, la mortalité de la tuberculose, elle reste encore très élevée. Un patient sur 4 décède d'une tuberculose chez nous au Maroc. Surtout qu'on est un pays pandémique. Et on a tendance à oublier ça. On cherche tout à part la tuberculose. Le problème de la tuberculose, c'est, primo, la main qui est devenue facile par prescription d'équinolone, qui décapite de l'infection. Et le problème, c'est qu'on a un retard. Et dès qu'on a un retard, ben, le taux de mortalité il est plus élevé. La tuberculose, elle peut... pour la tuberculose, on peut avoir toutes les localisations possibles. Je vous donne l'exemple d'une femme âgée qui est venue me voir pour altération de l'état général, vue par plusieurs confrères. Je fais de l'échographie, ben, je trouve une collection au niveau de l'utérus. Du liquide. Ben, on est parti. Tout d'abord, on a pensé à un truc néoplasique. J'ai fait un examen gynéco, le col, ça va, c'est vrai. J'ai demandé en premier temps une colposcopie avec biopsie qui s'est révélée normale, qu'il n'y a pas de cellules néoplasiques. Ben, par la suite, on a dilaté avec des bougies et on a pu récupérer le liquide et on a fait ce qu'on appelle un curetage biopsique. Parce que ça peut être un cancer de l'endomètre. Résultat, tuberculose. Et parfois, on trouve des actes d'héros à tort. Et parmi eux, les mastectomies. Il y a beaucoup de mastectomies qui sont faites sur tuberculose mammaire. La malade, elle vient, âgée ou la machine âgée, c'est pas ça le problème, ben, il y a une masse. On demande la mammographie. La mammographie, les résultats, ben, on a un nodule classé 5, ça veut dire risque de malignité de 70%. La patiente va voir un chirurgien. Le chirurgien, il fait directement une mastectomie. Ce que le chirurgien doit faire, tout d'abord, c'est ce qu'on appelle une biopsie éco-guidée et avoir un résultat. C'est-à-dire on a un diagnostic avant de passer à la chirurgie. Et encore mieux, ils font mastectomie plus curage ganglionnaire. Ce qui ne se fait plus. Le curage ganglionnaire, 80% des curages sont négatifs. Peut-être que vous l'avez remarqué chez vos malades, ben, ils font le curage, 80%, 0 sur 13. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas faire ce curage. Et effectivement, on peut le faire avec ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. C'est quoi le ganglion sentinelle? Ben, c'est une injection d'un produit radioactif la veille de la chirurgie et le jour J au bloc du bleu patenté. On a une espèce d'une petite sonde qu'on fait passer. On essaie de détecter le premier ganglion. On fait une petite ouverture d'1 centimètre et on sort le premier ganglion. Quand on n'a pas, ben, il le voit. S'il est positif, ben, on fait le curage. S'il est négatif, on ne fait rien. Parce que le ganglion sentinelle, c'est le premier ganglion qui se place. On ne peut pas avoir une atteinte des autres ganglions sans passer par le premier. C'est logique. C'est comme un train. Ben, la fille, elle est chez les ben, on ne peut pas avoir le 4e wagon qui va brûler ou le 2e et 3e, c'est le premier ganglion négatif, on arrête, on ne fait pas. Et pourquoi ça? Pour les complications. Et la complication la plus fréquente des curages ganglionnaires, qui est les résipèles, qu'on trouve difficulté à traiter par la suite. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait les résipèles d'Yelha, il faut la mettre sous 2-3 antibiotiques systématiques, drainage, et cette personne, elle devient handicap. Elle ne peut pas faire de prélèvement facultativement, pas de prise de tension, elle ne peut pas travailler avec. Et surtout quand il s'agit du membre supérieur droit. Ben, cette femme, elle ne peut même pas faire le ménage chez elle. Ben, on a dit que pour la tuberculose, ben, on peut avoir voir toutes les localisations. Pour cette infection-là, ben, il y a 2 cas de figure. Ben, c'est soit la réactivation du tuberculose latente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, les gens, ils ont reçu leur vaccin, pas de rappel, ben, il a le droit de réactiver sous
réactiver sa tuberculose en faisant juste une grippe banale, l'immunité elle baisse encore, ben, on a le virus on a le bacille qui s'exprime. Ou bien une primo-infection, mais ça surtout c'est dans les institutions, dans les hôpitaux et les cliniques. Les aspects cliniques de l'infection chez le sujet âgé. Identiques à ceux de sujets âgés? Non, ce n'est jamais le cas. On ne voit pas un malade qui vient nous voir, une personne âgée, avec de la fièvre, avec des myalgies, avec le tableau typique qu'on a l'habitude de voir. On ne le voit presque jamais. Le patient peut faire des fébrucules ou bien une absence de fièvre. Même quand il y a des infections qui sont graves, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le patient peut venir en sepsis. Sepsis, ça veut dire le patient, on trouve qu'il est polypnéique, il désature. On fait un ECG, il est tachycarde. Il fait des troubles cognitifs. On essaye de l'examiner. Le patient, il est déshydraté, mais il ne fait pas de fièvre. C'est ça, les signes qui peuvent rendre la tâche très difficile pour les médecins, pour les praticiens. La symptomatologie qui est presque absente. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle il faut examiner et réexaminer. Et surtout que l'examen et l'interrogatoire surtout, le sujet âgé, il est très difficile parce que le monsieur, soit il est aphasique, des troubles d'élocution, démentiel, ça veut dire il peut te parler, te dire du n'importe quoi, tu ne comprends rien, tu n'arrives pas à avoir une réponse, elle a une question de diolk. Comme tu peux avoir 4 réponses à la même question. Tu t'amuses à lui reposer la même question, à chaque fois tu as une réponse. Ils sont confus. La confusion, c'est un signe d'infection. Et ce sont des signes d'une infection qui est grave. Les signes trompeurs, c'est l'anorexie, par exemple, l'altération de l'état général, une asthénie, mais tout ça, c'est d'une installation brutale. C'est-à-dire le patient, il était bien. Et la famille, il vient vous voir dans l'officine d'IRCOM, qui dit le Walid, il était bien, tout allait bien, mais ça fait 48 heures qu'il a arrêté de manger. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un stimulant d'appétit. Vous êtes d'accord? C'est faux. Parce que l'anorexie, ça ne s'installe pas d'une manière brutale. C'est progressif. Même si on va parler d'un terrain dépressif, d'un terrain amnésique et tout le reste, c'est progressif. Je vous donne un exemple d'un malade qui était sous Syntran pour fibrillation auriculaire. Il a fait apparemment une infection urinaire, on l'a mis sous ciprofloxacine. C'est une indication. Parce que, en parenthèse, pour vous dire que l'infection urinaire chez l'homme, presque il est inexistant. On les traite en tant que prostatite. C'est pas comme chez la femme. C'est une prostatite. Et pourquoi je dis ça? Parce que la durée de traitement, c'est pas la même. Et les antibiotiques qu'on va utiliser, ce ne sont pas les mêmes. Ce monsieur, il a pris la ciprodialo, qui a le Syntran dialo, en sortant de la voiture, s'est cogné la tête contre la porte. Au bout de 48 heures, il a commencé à faire des troubles de comportement. Ça veut dire le monsieur, il s'est levé, ouvre le salon, il a fait les selles d'ioul. C'est un monsieur cultivé, pour vous, c'est censé être quoi? C'est vrai qu'il y a l'infection qui est prise en charge, oui? Oui, c'est vrai. C'est un hématome sudural. Parce qu'avec la cipro et le Syntran, on a linéaire qui est augmenté. Quand il est rentré, j'ai demandé linéaire qui était à 9, TDM cérébral, hématome sudural. Et vu le traumatisme qui était minime, mais le monsieur, il a fait ça. Et pourquoi ça a demandé 48 heures? Parce qu'il a juste éclaté une petite artériole, elle a commencé à saigner petit à petit, et au bout de 48 heures, le tableau, il est devenu... Et la cause, c'est le 3 dont on a parlé tout à l'heure, c'était la prise d'une cipro.
même si c'était l'indication. Ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait demander linéaire avant de démarrer le traitement et de la redemander au bout de 48 heures. S'il y a un allongement du linéaire, ben, il fallait diminuer le symptôme pour ne pas tomber fait le mouchkil hada. Certes que, comme je l'ai dit, je le redis, les quinolones sont très bons antibiotiques, mais il y a des mesures de précaution qu'il faut prendre en les prescrivant. Pas juste donner une ciprofloxacine, ben, une quinolone, ben, traitement de 15 jours, tu as une prostatite, ben, au revoir. S'il est sous symptôme, ben, il faut refaire toutes les 48 heures, durant tout le traitement, une TP linéaire. Et adapter les doses du symptôme selon linéaire. Ben, on était là, ben, pour les aspects trompeurs, ben, c'est la déshydratation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, le patient il vient, il est confus, ben, on l'examine, il est déshydraté. Qui dit déshydratation, ben, risque d'insuffisance rénale aiguë, ça veut dire modification des posologies des antibiotiques. Des troubles de marche, des chutes. Un patient qui fait une infection, fait trouble de la marche, il chute, il fait une fracture du col. C'est une situation fréquente. Vous savez que 50% des malades qui font des fractures du col décèdent la première année. Hein? 2 ans. Là, 50% la première année. Je parle du sujet âgé. Ça veut dire, sujet âgé, la définition, ça veut dire 75 ans sans, ça veut dire sans pathologie, et 65 ans avec comorbidité. Et la cause, c'est 2. Il y a 2 causes. C'est l'embolie, parce que le patient il est alité, déshydraté, il fait des thrombus et commence à les envoyer. Soit il te fait un infarctus, soit un AVC, soit une embolie pulmonaire. Et l'embolie pulmonaire, c'est la plus mortelle. Soit l'infection, parce qu'il fait des escarres, surinfection, sepsis, prise en charge en retard, le patient il décède. Ben, on a les décompensations cardiovasculaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux malades avec l'insuffisance cardiaque à minima, qu'on lui a prescrit un anti-inflammatoire et qui décompense, qui fait une insuffisance cardiaque avec une fonction VG qui était conservée. Ça veut dire, les aspects cliniques inhabituels qu'on n'a pas l'habitude de voir, ils peuvent retarder le diagnostic. Et qui dit retard de diagnostic, c'est-à-dire accentuation et aggravation de l'état du malade. C'est pour ça que le principe de l'infection chez le sujet âgé, c'est une urgence. N'hésitez pas à mettre le patient sous antibiotique. Surtout, mais sauf qu'il faut choisir quel antibiotique. Parce que état grippal, il vient âgé de 65 ans, 70 ans, qui est traité pour un petit diabète, une petite hypertension artérielle, mettez-le sur amoxicilline protégée de grammes jour. Ça ne suffit pas de donner un traitement symptomatique, du paracétamol, je ne sais pas moi, des gouttes vasoconstrictives, il faut faire très attention. Le sujet âgé, vous savez pourquoi? Ça veut dire sténose des coronaires. C'est la sténose des coronaires. Au-delà de 7 jours, il y a un risque. On a dit tout à l'heure qu'il y a un vieillissement de tous les organes. Et parmi les SMISO, c'est les artères coronaires qui sont plus élastiques. D'accord? Et si on rajoute une autre sténose, on a un syndrome coronarien. Et on peut y aller jusqu'à même à stenter ces malades-là. Ça veut dire, on essaie de les prendre en charge d'une manière précoce par rapport à leur infection. Il faut avoir la main facile à donner un antibiotique chez le sujet âgé. C'est le contraire le sujet jeune. Le sujet jeune, on cherche toujours une preuve. C'est comme, je vous donne l'exemple de l'histoire de H1N1. C'est quoi l'histoire? On a eu tout le tapage médiatique et tout le reste. C'est quoi? C'est une grippe comme les autres. Mais pourquoi on protège plus les sujets âgés et les enfants? Parce qu'ils sont vulnérables. Et quand on dit protection, ça veut dire quelqu'un qui fait une grippe, porcine, aviaire, on s'en fiche.
il se complique le sujet âgé. Est-ce que c'est la cause? C'est le H1N1 ou bien autre chose? C'est la surinfection. Ça veut dire, s'il va vous voir, les 12 heures loup, là, dès le début de symptomatologie, vous le mettez sous antibiotiques. Ben, je pense qu'on ne va pas y arriver. Il y en a qui va se dégrader, il va faire une insuffisance respiratoire, des troubles de conscience, on va l'intuber. Vu qu'il y a un vieillissement, tous les organes kémlines, intubé, quand il y a la pression, parce que la saturation il nous fait 2 pneumothorax bilatéraux, on est obligé de le drainer. Drainage porte d'entrée d'infection. Et il décède la 3e semaine, c'est la règle. Si vous l'avez remarqué, que qui ont décédé H1N1, c'est la 3e semaine, c'est la fibrose pulmonaire. Mais par contre, si la prise en charge elle était précoce et attend, il y a une couverture, une amoxicilline protégée. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des germes. Ça veut dire, le pneumocoque, effet sur infection, c'est le staph doré. Le staph doré, il est sensible. Docteur, pourquoi est-ce qu'il faut absolument une amoxicilline protégée? Pourquoi une amoxicilline simple ne peut pas... Les résistances. Parce que, en même temps, avec le cas du pneumocoque, une amoxicilline est simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour l'hémophilus, il n'est pas sensible à l'amoxicilline. Pour le staph doré, il n'est pas sensible à l'amoxicilline. Pour les germes anaérobes, les pneumopathies d'inhalation, ils ne sont pas sensibles à l'amoxicilline. C'est pour ça que Kebra, et chez nous, et quand on voit le mal, c'est difficile de trancher. Est-ce que c'est un pneumocoque ou bien c'est un hémophilus? On traite avec une amoxicilline protégée. Pourquoi l'amoxicilline protégée? Pourquoi je ne vais pas dire un macrolide? Pourquoi je ne vais pas dire une quinolone? C'est simple. Parce que même, on a dit que 30% de nos sujets âgés, c'est juste 30% qui ont une fonction rénale qui est normale. Et les amoxicillines protégées, en général les bêta-lactamines, on n'a pas besoin de réduire la posologie. Ça veut dire qu'on les traite avec une posologie usuelle. 1 gramme fois 2 par jour. Et selon la gravité, on peut aller, on peut aller jusqu'à 1 gramme fois 3 par jour. Les 8 jours. Traitement normal, comme je l'ai mentionné pour les infections, le sujet normal et tout, on les traite pareil. Oui, madame? Désolée, je ne veux pas instaurer vraiment le dialogue, mais c'est plus pour avancer un peu dans le dispositif pratique. Je suis désolée. Mais quand on dit une amoxicilline protégée, j'ai quelqu'un avec les premiers symptômes de la grippe qui viennent, je dois donner une amoxicilline protégée, un antipyrétique, Oui. peut-être un fluidifiant en plus. Il le faut. Il le faut. C'est un panier, je suis désolée de parler de chiffres comme ça, c'est un panier de minimum 150 dirhams. 120 dirhams, 150 dirhams. Oui. Eh bien, je suis désolée, mais un patient qui pousse notre porte ne posera pas 150 dirhams. C'est pour ça que j'ai posé la question, pourquoi une amoxicilline protégée? Parce que si on peut passer par, si on peut prendre en charge ce patient qui se présente par palier, donner une amoxicilline simple, qui est vraiment à un coût plus bas maintenant avec les génériques, et attendre de voir son évolution, et peut-être par la suite, ajuster le traitement par une amoxicilline protégée. Est-ce qu'on peut ne pas traiter ne serait-ce que 50% des patients qui sont dans ce cas-là? Par rapport au raisonnement d'Yel Gib Malade, oui, je suis tout à fait d'accord avec le raisonnement de l'Igliti, mais non, mais je vais vous dire, là, je vous dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, ce sont les recommandations. Parce que si vous voyez ici, les germes qui sont impliqués, c'est le pneumocoque, hémophilus, bacille gram négatif, staph doré et les anaérobes, le seul qui est sensible, les amoxicillines, c'est le pneumocoque. Si on s'amuse à passer par élimination, d'accord, ça veut dire pour réévaluer, ça veut dire pour réévaluer l'efficacité de l'amoxicilline, on l'a prescrit, c'est au bout de combien de temps? Non, même 48 heures, s'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas baisse de la fièvre et tout ça, ça veut dire que l'antibiotique n'est pas efficace. Au bout de 48 heures. Mais, chez le sujet âgé, qu'est-ce qu'on a dit? L'infection, c'est une urgence. 48 heures, c'est une dégradation de l'état d'Yelou.
Et on va le voir, mais le tableau mais on va le voir en sepsis. Et qui dit sepsis, il peut faire au bout de quelques heures une défaillance multiviscérale. Insuffisance rénale, insuffisance hépatocellulaire. C'est un patient direct réa. Et à savoir s'il va s'en sortir ou non. Vous voyez? Ça veut dire, je suis tout à fait d'accord si on parlait d'un adulte normal. Oui. Et s'il vient avec une grippe, ne lui donnez pas d'antibiotiques. Parce qu'il n'y a pas de risque de surinfection. Mais là, on ne parle même pas de l'infection qu'il est là. On parle du risque. C'est une antibioprophylaxie, vu le contexte clinique. Un sujet âgé, polytaré, immunodéprimé, je pense que 120, 150 dirhams, c'est... Non, mais c'est la réalité. Convaincre, Anna, je vais vous dire une chose. C'est pas question de convaincre le malade ou ne pas le convaincre, mais on doit parler le même langage. Là, si nous, en tant que médecin et vous, en tant que pharmacien, on va parler le même langage, que le patient il ne va même pas se poser la question pourquoi. Sujet âgé, affection virale, antibioprophylaxie. S'il va avoir l'ordonnance, supposons que il va venir me voir. Je vais voir, oui, c'est viral, vous avez monsieur une grippe, et le pharmacien dit qu'il a bien fait de vous mettre sous amoxicilline protégée. Vous pouvez être sûr que la prochaine fois, il ne va même pas poser la question. Mais le problème, si on ne va pas parler le même langage, toujours ce problème va exister. Oui, je suis très conscient du problème pharmacien-médecin, mais pour moi c'est un problème à tort. Parce que pour moi on est du même corps. Et on doit s'aider quand on dit prise en charge. Pourquoi au début j'ai commencé à parler d'une prise en charge pluridisciplinaire. Et quand je dis pluridisciplinaire, ça veut dire moi en tant que gériatre, les spécialistes et le pharmacien. Parce qu'on est censé être même équipe. Parce que si je vais ramener les médecins et je vais leur parler de ça, la première des choses qu'ils vont me dire, pour être honnête avec vous, le pharmacien ne doit pas donner d'antibiotiques. Mais si l'antibiotique il est donné, l'indication d'IELO, et le pharmacien sait ce qu'il fait, c'est pareil, c'est comme le médecin. Mais lui donner une infection bronchopulmonaire, une amoxicilline protégée, même si je ne connais pas le pharmacien, s'il va venir, avec le malade au bout de 48 heures, il ne sait pas t'améliorer. Et c'est aggravé. Je vais me dire, oui, le pharmacien a fait son travail, il a démarré avec une amoxicilline protégée, le patient ne s'est pas amélioré, moi je vais continuer. C'est-à-dire, je vais essayer de chercher plus, demander bilan, demander radio, recherche coqueluche, recherche tuberculose, recherche d'une infection associée, parce qu'il peut, un sujet, il peut te faire une infection bronchopulmonaire avec une infection urinaire. Et il y a encore mieux des patients que je vois sous 2-3 antibiotiques qui font de la fièvre aux antibiotiques. Tu demandes une CRP qui est à 12, on le met sous 3 antibiotiques. J'ai vu des malades hospitalisés, des cliniques, qui m'ont appelé pour voir avec le malade, il est sous antibiotiques, le monsieur il fait de la fièvre, il fait de 38,5, il fait du 39. Je viens, je vois les malades, ils sont CRP qui est à 12, à 16, c'était négatif. Pourquoi c'était négatif? Pas d'antibiothérapie. On a arrêté les antibiotiques, et pour vous dire qu'il était sous triaxan, ça veut dire et qu'est-ce qu'il cherchait? En m'appelant, quand on a eu la discussion, j'ai avec l'intention à la recherche d'une aspergillose. Mais c'est la seule explication. Mais quand je vois le bilan, c'est que d'emblée, il ne fallait pas démarrer les antibiotiques. On les a arrêtés, je suis revenu le voir. Après 24 heures, le monsieur s'est amélioré. Il ne faisait plus de fièvre, il ne faisait rien. Vous voyez que pour prescrire, il faut savoir quand est-ce que prescrire et comment le prescrire. Et le comment. Et le pourquoi, c'est la réponse, c'est la question qu'on doit se poser avant tout conseil, avant toute prescription. Parce que je vous donne l'exemple, vous m'avez parlé des médecins qui n'ont pas le même langage. Je suis sûr que
Le médecin me l'a dit, j'ai un malade, attention, une amoxicilline protégée. Pour une grippe, il va vous appeler. Assis, j'ai une amoxicilline protégée, attention sous antibiotiques, le monsieur il fait une grippe. Tu dis, oui, vous avez raison. Mais moi aussi j'ai mes raisons, et je vous explique. Il s'agit d'une personne âgée, le risque de surinfection, mais vous allez parler scientifique. Ce médecin, il va vous respecter, il ne va plus parler de vos... Mais quand on n'a pas ces réponses-là, et entre parenthèses, parce que quand on est du même corps, ما فيها بس نهضروا على بعضياتنا. Le vrai souci qui existe, c'est pas le problème de le pharmacien, c'est le vendeur en pharmacie. Est-ce qu'il est formé? Là, chauffe, la formation, même des médecins, ils ne sont pas... Ouais, chauffe, ne vous en faites pas, madame, parce que même il y a des médecins qui ne savent même pas ça. Parce que c'est pour ça que je vous dis que si on parlait d'un sujet normal, bah, tout le monde est censé savoir. Mais le sujet âgé, c'est particulier. C'est même pas éthique. C'est même pas éthique. Non, je pense que c'est pas éthique de la part du médecin. Mais quand on a des arguments scientifiques, je suis désolé, si d'abord, la situation pareille, je pense que vous allez prendre le téléphone et appeler avec le médecin et vous allez lui dire, écoutez monsieur, le patient, il est âgé, il est polytaré, il fait de la grippe. Et quand vous allez parler, ça suffit de lui parler des germes. Ça fait, quand vous allez lui dire que c'est le pneumocoque, le staph d'or et que le taux de mortalité des infections elle est de 16%, et que le un tiers d'elle... Comment? Moi aussi je ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'il y a des recommandations. Parce que là, les symptômes que j'ai cités, parce que là, les germes que j'ai cités, c'est les germes les plus fréquents. Moi aussi, je traite à l'aveugle. Quand je donne un traitement pour une bronchite ou là, une pneumopathie, un sujet âgé, je ne sais pas lequel. Comment? ولكن بلاتي لا jusqu'à maintenant vous avez tous les droits. La substitution كديروها ونسميو كل حاجه بسميتها. Jusqu'à maintenant vous faites la substitution et vous faites du conseil. Mais le conseil est d'air. Si on fait des formations comme ça, ben le conseil répond et le pharmacien il a des arguments, il peut s'expliquer. Ce qui me fait de la peine, c'est que moi aussi ça m'arrive d'appeler des pharmaciens et quand je lui pose la question par rapport à شي حاجه اللي تعطات, ben il n'a pas de réponse. Ça me fait de la peine. Je me dis, ben pourquoi? Comme un exemple, j'ai reçu un malade chez qui on traite une angine avec une Cipro. Oui. Et quand je peux... Non, parce qu'on a été avec une bonne foi. Parce que je me suis dit, puisque tu as une ciprofloxacine des angines, ben peut-être qu'il sait le malade mieux que moi, peut-être qu'il a remarqué quelque chose que je n'ai pas trouvé. Je l'appelle, ben pourquoi la Cipro? Parce que est-ce que il a fait 42 de fièvre? Est-ce que 42 de fièvre, ça justifie une prescription de quinolone pour traitement d'angine? Mais par contre, il va me donner un argument. Le même cas. Il dit oui, parce qu'il fait des angines, mais il fait des troubles urinaires. C'est-à-dire, le monsieur il a pensé à une prostatite, il a essayé de traiter les deux. C'est vrai que je ne vais pas lui donner une amoxicilline protégée et une ciprofloxacine pour traiter l'angine. Non, je vais donner de la cipro et ça va marcher. Surtout qu'on sait que même pour l'angine, c'est une antibio-prophylaxie. 80%, c'est viral. Peut-être qu'il a voulu même pas traiter avec l'angine il traite l'infection urinaire prostatique dialou. On va dire oui, merci beaucoup. Et je vais continuer, je vais expliquer les malades et tout. Mais quand j'ai pas d'explication, tu te dis ben le cas d'hier comme
Ça, là, oui, je donne. Et vous me dites, vous ne donnez pas des antibiotiques à la pharmacie, madame? Waha, vous essayez de l'envoyer chez le médecin. Si ce patient-là, il n'a pas les moyens, les détails, s'il n'a pas les moyens, je préfère que vous lui conseillez un antibiotique, mais c'est pas juste le donner comme ça. On est d'accord? Là, chauffe. Le secret, c'est la formation continue. Et quand on donne, et on est sûr, et pourquoi on l'a donné, le réanimateur, la personne elle-même. Parce que l'ordonnance dans le pire des cas, ce qu'il peut faire, il dit que là, il ne fallait pas donner ça, il charge le malade, il charge le téléphone, voici pourquoi. Et c'est du scientifique. Je ne vais pas marché là, c'est du scientifique. Voici pourquoi j'ai donné ça. Je suspecte une surinfection, staff d'oreille, et j'ai donné une amoxicilline protégée. Et je n'ai pas tort. Vous me dites que tout à l'heure, la dame dit les germes et tout ça, il y a beaucoup de médecins qui ne le savent pas. Pour qu'on soit honnête, si on va parler du sujet âgé, la majorité ne le savent pas. Alors, on va juste vous rappeler que on a une contrainte de temps, on a encore 10 minutes. Je sais que c'est un beau débat, mais pour qu'on puisse finir la présentation, on gardera les questions à la fin, je pense, de la présentation, on réouvrira le débat. Non. Et on doit libérer la salle. On doit juste libérer la salle. شكون اللي جا كيسول على الله سال زيدوا عليهم في اللوايه احنا مازال جالسين لا انا سوي با فاتيغي انتوما خصكم ما تعياوش ميرسي بوكو الله يطول لي فهم شوف ça fait non mais écoutez moi aussi j'apprends avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais pas comme les officines que je connais même pas. Ça veut dire on a dit pas de traitement minute par rapport à la tuberculose, on en a parlé, les aspects cliniques sans des signes cliniques que ça n'a rien à voir avec les signes habituels, c'est le sujet normal. Retard diagnostic, accentuation de l'infection. Hadi, j'aimerais bien c'est-à-dire toute modification de l'état clinique du sujet âgé. Ce que j'ai oublié de mettre, c'est d'installation brutale. D'accord? Doit faire suspecter une infection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le monsieur, il était bien. Il se portait bien, il mangeait bien, il reconnaissait ses enfants, qu'il avait les besoins de l'obligation et tout ça. Mais 48 heures, il a arrêté tout ça. Ça veut dire, c'est une recherche d'infection. Au lieu que régie à l'officine, on a des complexes vitaminés, on va l'adresser. Parce que c'est que même quand vous adressez, parce que avec des troubles cognitifs, vous allez l'envoyer chez le neurologue avec qui vous travaillez, ou bien le neurochirurgien. Mais ce n'est pas ça le vrai problème, Diallo. Parce que c'est une installation brutale. Vous allez l'envoyer chez le médecin traitant. Parce que pour vous, c'est une infection. Et un neurologue, tout d'abord, ce qu'il va faire, il va le mettre sur les ordonnances qui notre pile, je suis dit le cétalopram à 5 mg pour démarrer le traitement. Je suis dit il ne cherche même pas l'infection, il n'est pas concerné par l'infection. Rangoulou bi anna kina une part de la faute. C'est dire comme que vous avez orienté le malade. C'est pas le neurologue lui-même. Oui, madame. Bien sûr, avec grand. Il y a une dizaine en Maroc.
Il y a une dizaine. C'est que même en France, ben, ils ne sont pas nombreux. C'est une spécialité qui est nouvelle. C'est pour ça que j'ai dit que la gériatrie, c'est un sujet qui est à la mode. Inch'Allah. Non, vous savez, c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est pas ce qu'on voit tous les jours. C'est pas qui confie l'automatisme, ça veut dire angine, amoxicilline, paracétamol. Non, là il faut chercher. Là, c'est pour ça que je le dis toujours, on ne traite pas une maladie, on traite un malade. On peut avoir des signes cliniques différents, mais c'est la même maladie. Peut-être c'est la même ordonnance. Mais la symptomatologie, elle est différente. La sémiologique, ça n'a rien à voir. Vous m'avez parlé tout à l'heure de mes coordonnées. Ben, je vais vous dire, les pharmaciens qui sont à côté de moi ou là à côté de la clinique, ben, ils m'appellent même pour les patients qui viennent pour un conseil. Pas de problème, je réponds à tout le monde, je dis ce que je pense, ils essaient de le prendre en charge, mais en cas de complications, parce que c'est la même conduite que je vais faire. Vous allez, par exemple, vous allez lui donner une amoxicilline protégée. Au bout de 48 heures, il ne s'améliore pas, il s'aggrave. Ben, ce sera ma conduite chez moi, dans mon cabinet. S'il va s'aggraver, ben, c'est pareil, il va s'aggraver chez moi. Ben, par la suite, je vais passer à l'étape suivante. Mais ça ne veut pas dire que je vais... de résultat, ben, vous me facilitez la tâche. Ça veut dire la première étape de la prise en charge, elle est faite. Vous me faites gagner 48 heures. Oui, et surtout que le pronostic vital, il est en jeu. Ça veut dire que vaut mieux hygiéniser d'une amoxicilline protégée que rester 48 heures avec un traitement symptomatique sans antibio. En fin de compte, c'est le patient qui est gagnant. Ce patient, je peux le voir, soit je change d'antibio et je demande un bio, soit vraiment l'état d'hyalo. S'il est grave, ben, je vais l'hospitaliser. Malgré que, je vais y revenir à la fin, qu'il faut essayer au minimum d'hospitaliser les personnes âgées. Au minimum, le minimum. Et c'est la raison pour laquelle que le service que je dirige, ben, je travaille plus en tant qu'hôpital du jour. Parce que, à titre d'exemple, un patient qui fait une infection urinaire, j'ai besoin d'un traitement en IV. Qui joue la famille حتى ل 11 النهار. Ça veut dire ينعس حتى يفيق حتى ترشق ليه. Qui j'ai à 11h, مخلي les protocoles qui يخدموا معاه qui يخرج مع 16h 17h il rentre chez lui, il passe la nuit chez lui. Il a reçu son traitement parce que s'il va passer 48 heures dans la clinique, ben croyez-moi que les repères qu'il a في الدار ديالو كينساهم. Il va oublier fin toilette, fin bit نعاس, شكون ولادو, non. L'hospitalisation c'est vraiment très rare et le risque d'y des infections. Parce que Radine pour une infection urinaire, elle va sortir avec une tuberculose. Et là, c'est vraiment le sujet âgé. Il faut éviter au maximum les hospitalisations. L'hôpital du jour, à votre niveau, maintenant, donner du triaxan, injection intramusculaire. 3 jours le temps d'avoir le CBU. Mais si le patient ici s'améliore au bout de 48 heures, bah, ça ne sert à rien de faire ni CBU ni rien. 3 jours et on arrête le traitement. Par contre, je vois qu'il y a des conseils. Les aminosides qu'il faut bannir chez le sujet âgé. Pas de gentamicine. Ils sont très néphrotoxiques. Chez le sujet âgé, interdit. Et même chez le sujet jeune, 3 jours. Pas 6 jours. Ça fait des années, ça fait 4 ou 5 ans que 3 jours, pas plus. Pas 6 jours. Chez tout le monde. Oui, c'est la formation continue. C'est 3 jours, pas plus. Les aminosides, ils sont très néphrotoxiques. Ils sont très autotoxiques. Le rein, parce que c'est le rein qui m'intéresse chez le sujet âgé. On a dit 30% ont une fonction rénale qui est normale. Par rapport aux complications, ben, les complications des infections, c'est, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est la déshydratation, favorise les thromboses, ça veut dire tout ce qui est AVC, infarctus, embolie pulmonaire, et surtout j'insiste à l'embolie pulmonaire parce qu'elle est mortelle.
Et fréquemment, on passe à côté. Même chez des confrères qui chauffent le malade, il fait une infection, il a fait un thrombus, l'embolie pulmonaire, il lui prescrit un antibiotique, il le renvoie. Oui, c'est simple. Et je vous conseille, parlons de ça, c'est d'avoir chez vous des saturomètres qui coûtent 610 dirhams. Saturomètre, c'est un truc comme ça qu'on met sur le doigt ou qui a le pourcentage de l'oxygène. Un patient qui désature, oui, l'oxymètre, en général, le SMITO exact, c'est le saturomètre parce qu'il donne une saturation en oxygène. Il coûte 610 dirhams que vous pouvez avoir chez vous. Quand vous lui mesurez sa tension, vous mettez le truc sur le doigt et vous avez une saturation. Si le patient il désature, c'est un signe d'aggravation. S'il désature, s'il est à 84, c'est pas la peine de l'envoyer chez le médecin qui est à côté. Vous l'envoyez au service des urgences. Parce que c'est un malade qu'il faut hospitaliser. C'est un malade qui doit être pris en charge par un réanimateur. Vous voyez que il n'y a pas de signe, mais il désature. Et il te donne même la fréquence respiratoire. S'il est polypnéique, une désaturation, c'est signe de gravité. Et même pour les crises d'asthme, pour les exacerbations de BPCO. Les patients qui sont suivis, qui ont fait des remplacements valvulaires, je ne sais pas quoi, parmi les paramètres de surveillance, ce sont vos clients. Si vous aviez Hada, il peut venir de temps à autre voir la saturation. Au lieu qu'il un médecin, il est obligé soit de consulter, soit de donner chez Haja l'assistante, les Nsmito, pour qu'il lui mette. Et ça coûte 2 fois rien du tout, 610 dirhams. Et pour la précision, c'est précis. C'est pas les scopes qu'on a fait les services de réanimation. Ça veut dire, on a dit par rapport aux complications, c'est la déshydratation, ça veut dire les thrombus, les chutes. Le point qui m'intéresse le plus par rapport à la déshydratation, c'est quand on fait une natrémie. Une natrémie supérieure à 145, c'est une déshydratation globale. C'est-à-dire que c'est un patient qui est censé être hospitalisé, à la rigueur, l'hôpital du jour. Une réhydratation par voie orale est fréquemment, c'est très difficile. D'accord? C'est soit par voie intraveineuse, soit chez le sujet âgé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle les microclysmes sous-cutanés. C'est quoi les microclysmes sous-cutanés? Ça veut dire on prend du sérum salé, 1 litre, quand on prend le tubulaire d'yellow, une aiguille adia, et on l'injecte en sous-cutané ici. Et on fait passer le litre kamel. On peut mettre 1 litre de limon sous la peau. Mais quand je mets ça à un malade qui est chez lui, je suis sûr qu'il va prendre les 2 litres d'Yelma. Parce qu'ils sont déjà en sous-cutané et ça s'absorbe doucement. Et je n'ai pas peur pour sa fonction rénale. Ce n'est pas comme on y va. Il faut surveiller, il faut mettre une infirmière à côté, oublier les gouttes, le débit, ou il faut mettre une sonde urinaire. Ça, c'est beaucoup. Mais pour un sujet âgé qui a arrêté de boire, microclysme sous-cutané. C'est un geste qui est facile. Aiguille عادية, un sérum salé tubulaire implique une injection d'insuline, tu l'as fait entrer 4 12 direct, ça demande 15-20 minutes باش كيدوز داك le flacon ديال le sérum salé ou bien le sérum glucosé, vous avez l'embarras du choix, et c'est tout, et c'est pour 24 heures. Vous voyez que c'est quelque chose qui est facile, qui n'est pas coûteuse. Je ne vais pas hospitaliser un malade juste pour lui prendre une voie et lui faire passer du sérum salé. Ça me paraît que ce n'est pas vraiment médical, ce n'est pas vraiment éthique. Parmi les complications, ce sont les phlébites. Les phlébites sont des thromboses artérielles ou veineuses qui surviennent chez les sujets lors d'une infection, patient alité. Chez tous les patients alités et même chez les patients hospitalisés. On envoie des patients qui sont hospitalisés âgés et qui ne sont pas sous HBPM, c'est-à-dire les héparines moléculaires. Il faut que ce soit du systématique chez les sujets âgés, en cas d'infection. Parce que l'infection, c'est une pathologie procoagulante. C'est-à-dire la coagulation du sang, elle est plus élevée. C'est-à-dire le risque de faire des AVC, le risque de faire des thrombophlébites, le risque de faire des embolies, il est plus élevé que chez un sujet normal. Le sujet grabataire, il faut lui donner des HBPM. Parmi les complications, les escarres, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure.
pas d'antibiothérapie systématique, les escars, les soins, bannir la bétadine. Avec du sérum salé, il faut bien frotter. Avec des gants. Oui, madame. Honnêtement, je ne suis pas pour. Je vous explique. Pour assécher. Pourquoi assécher? Je vais vous dire deux choses par rapport aux escarres. Chez le sujet âgé, je ne vais pas nécrosectomie. Ça veut dire, c'est quoi la nécrosectomie? Ça veut dire quand il y a un escar, soit un infirmier, soit un médecin, il vient avec sa lame de bistouri, il commence à couper. Il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que pansement, il couvre contre les germes, les règles de la cicatrisation, c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas enlever. Il faut les garder. نعطيكم un exemple simple. شكون فينا ما عمرو لبس الصباط زير عليه ودار داك لو تروك هنايا الله يرضي عليكم. وعلاش كتحيدوه؟ ملي كتحيدوه جاي مال. ملي كتخليه كيطرطخ لو ليكيد كيخرج ça devient dur. هي البونسمون اللي عندنا. C'est pareil presque pour les escarres. Il faut pas enlever هذاك الشيء اللي. Quand est-ce qu'on l'enlève? C'est quand il y a vraiment une nécrose. Quand c'est noir. Mais quand il y a un escar, ça veut dire déjà il faut au lieu de l'iosine, ça ne sert strictement à rien. Sécher. Pourquoi sécher? Pour la régénération des cellules, est-ce qu'on a besoin de sécher? C'est le contraire. Il faut humidifier. Et c'est la logique des choses. Ça veut dire, si j'ai une explication par rapport à l'iosine, c'est simple. Ce que je peux vous dire. On prescrit de l'iosine pour cacher des chilidaires, c'est la seule explication. Mais c'est honnête, on les voit beaucoup faire la circoncision. Un des enfants. Pourquoi ils prescrivent l'iosine? C'est pas pour sécher. C'est juste pour cacher les petites les petites hémorragies sous-cutanées qui surtout qu'ils ne mettaient pas de points de suture. Avant, quand les circoncisions, quand ils disaient des points de suture. Ça veut dire qu'il y a un espace qui devient jaunâtre. Yak, gars, je est-ce que la famille qui te zloule, qui dit le pharmacien ou le médecin, c'est pas de l'qih. C'est une cicatrisation. C'est pas du pu. Et l'âge qui est l'iosine, c'est pour masquer, pour ne pas être dérangé par les femmes. Le cordon ombilical, c'est autre chose. On sèche, bêche. Oui, là, l'iosine, le cordon, parce que nous, on ne cherche pas. Quand on l'ombilic, on ne cherche pas l'ombilic qui est vivant ou c'est le contraire. C'est la raison pour laquelle on utilise l'iosine. Mais on ne va pas l'utiliser pour un escar. Parce que l'escar, on cherche une régénération, une cicatrisation. C'est tout à fait le contraire. Pour les escars, c'est sérum salé, compresse stérile. Il y a des cas quand on n'utilise rien que de la vaseline. بوحدي ساعات لا فازلين اوفيسينال اللي كتعطيونا كنديروا بها سي بور سميتو يا د لا بيتادين تول plutôt de la tulle gras et il y a pour la cicatrisation comme il a été dit tout à l'heure de la cancer d'INA c'est les pansements à base de l'argent qui sont très très bien c'est vrai qu'il y a un problème ما كنلقاوهمش بزاف d'accord cher, je vous dis qu'il y a des produits de cicatrisation qui coûtent 9000 dirhams, 3 injections. 25 dirhams l'ouhda, c'est pas cher. Là, ماشي شوف انا نقول لك ما عمرنا نفكروا هكا. شوف quand je lui posais la question, écoute, غنعطيك des pansements que tu vas mettre, sinon au bout de 2-3 semaines tu vas venir, je vais t'amputer. Ah, je suis désolé. نكتب عليهم ما ياخذهاش ça le regarde شوف قدام ربي وقدام العبد j'ai dégagé la responsabilité ديالي عطيتك ce qu'il faut faire par la suite fais ce que tu veux je vais pas t'obliger راه نثقي بيا s'il va faire une complication هذاك le malade راه ما يقولش لك كنتي تزيرني انت الطبيب كنتي تزيرني انت الفارماسيان انا اختي واش vous êtes d'accord ولا لا
longueur de journée. Moi, je vous comprends. Non, je vous comprends très bien. Mais il faut pas oublier que même avec les malades, il y a une prise en charge correcte. Alors, la qualité de la prise en charge, honnêtement, sur le long terme, ça ramène les clients. Alors, c'est pas vrai. Non. Parce qu'il peut essayer, la pharmacie, le conseil dit, ça va, je suis qui gère la chore, mais quand il va trouver un bon pharmacien qui a un bon conseil et qui peut défendre ses prescriptions, parce que le problème, on donne des choses qu'on n'arrive même pas à défendre. Et c'est là le problématique. Mais quand je défends, oui, allez, on va l'appeler ensemble. Vous allez faire ça une seule fois, تثقي بها هذيك لا فامي بعدا اللي فيها واحد une trentaine de personnes اللي كيجيو كياخذوا عندك ما عمرهم غيجيو يسولوك على السؤال ils vont احنا من il faut trouver le juste équilibre. راه كاين des médecins qui n'acceptent même pas maintenant le pharmacien يعيط ليه ou parfois كتلقى غلط في la prescription. On est des êtres humains كنغلطوا في la prescription. J'ai même un logiciel de gestion de cabinet, je peux me tromper au lieu de prescrire مثلا 500 عند l'enfant, je peux prescrire 1 gramme. C'est humain. Mais quand il m'appelle, et parfois je prescris un gramme d'inamoxicilline protégée, et je reçois beaucoup d'appels par rapport à ça. Là, c'est un enfant, un gramme. Là, c'est le poids par kilo, j'ai rien fait, j'ai calculé, 40 kilos, je madame. Mais je profite de l'occasion, parce que je lui explique, écoute, parce que je donne 80 mg kilo, اجي نحسبوا انا وياك رانا عبرتو وانت راه بعينك قلتي انا راني عبرتو راه الوزن ديالو اون فا كالكولي شحال عطاش 2200 mg, ça veut dire c'est 2 grammes, on raté sur 2 grammes. Et croyez-moi que le vendeur de la pharmacie, le pharmacien, une fois, il fait le principe, sauf le conseil, parce que le problème qui se passe au niveau des pharmacies, le conseil des antibiotiques, ils sont toujours sous-dosés. Je vois ça tout le temps. واش غتخسر طلعوا تعبر كي مديرين ديال درهم لوح اخويا درهم تماك عطيني ورقه نعطيك الدواء ديالك ساهله. Il faut joindre le chirurgien, vous faites travailler la machine et en même temps vous donnez les médicaments. D'accord? Ça veut dire on peut avancer? Les chutes, on en a parlé tout à l'heure, l'exemple de l'hématome sudaural et tout le reste. Là, c'est les difficultés thérapeutiques. Les mesures générales, la prise en charge d'une infection, il faut des compléments nutritifs. C'est-à-dire un régime hypercalorique et hyperprotéique. Pour le régime hypercalorique et hyperprotéique, vous m'avez dit tout à l'heure, les gens, madame, les moyens, si on prescrit les pharmacies, ça coûte cher et tout. On a dit qu'on a un astuce que je fais chez moi, chez les sujets âgés, et ça marche à merveille. Tout le monde connaît Nido. Nido. D'accord. Il est très bien. Les infections, la dénutrition des sujets âgés. 12 grandes cuillères par jour. 3 grandes cuillères x 4 par jour. Ou que tu lis la prise de poids, que la fente musculaire il y a une bonne prise de poids. Il n'y a pas de contre-indication. On n'a pas peur ni pour la fonction rénale, ni pour la fonction hépatique. Même s'il est diabétique. Oui. Il est où le problème, Fnido? Comment? Docteur. Sucré, le khobz, il est sucré. On limite le khobz, on a un nido. Docteur Redouane, je suis désolée, je vais être obligée de vous accorder encore 5 minutes pour votre Ça fait, question. on y est presque. Merci beaucoup. Ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure des épargnes bas moléculaires. L'hydratation, c'est par voie orale, sous-cutanée, on a travaillé sous-cutanée, c'est les microclismes. Les matelas j'ai parlé des matelas anti-escar, les soins de nursing, kinésiothérapie. Pour l'adaptation posologique. C'est-à-dire, on a dit que 30% des personnes âgées qui ont une fonction rénale normale, c'est là où il faut adapter la posologie de nos antibiotiques. D'où l'intérêt de faire un calcul de la clairance à la créatinine. Pour le calcul, il y a des réglettes qui font les laboratoires, où il y a des applications sur les smartphones qu'on peut mettre clairance à la créate. Si le patient il vient, il a un bilan, vous pouvez voir la créate d'yellow, vous pouvez calculer le débit de filtration. Pour les principaux antibiotiques
nécessitant une adaptation posologique sont les quinolas, les aminosides. Les glucopeptides, c'est surtout en service de réanimation, les cliniques qu'on utilise. Les quinolas, c'est vrai qu'on peut les prescrire où ils ont leur place. Et pour les aminosides, il faut les éviter au maximum. Pour les bêta-lactamines, il n'y a pas de réduction de la posologie usuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir ni la créate diélo, ni calculer la clairance, ni rien. La posologie usuelle, c'est 2 à 3 grammes par jour selon le poids. Une femme obèse, et on va s'amuser à lui donner 1 gramme x 2 par jour pour un traitement d'une pneumopathie, c'est sûr qu'elle ne va pas guérir. C'est le point qui nous intéresse le plus, c'est les interactions médicamenteuses, surtout avec les anticoagulants, les AVK. Il faut faire très attention. Il faut voir le risque de surdosage avec une fonction rénale qui est altérée, soit une insuffisance rénale aiguë ou bien une insuffisance rénale chronique, soit avec des médicaments qu'on prend, c'est-à-dire type Cintran, la colchicine et tout le reste. Pour les effets secondaires, là, j'aimerais bien insister un tout petit peu, parce qu'ils sont les mêmes que chez le sujet âgé. Que c'est le sujet normal, l'effet secondaire le plus fréquent, c'est la diarrhée. Mais chez le sujet âgé, c'est un peu différent. On a 8% les sujets âgés, ils sont porteurs du Clostridium difficile. D'accord. Et on a une grande fréquence des colites pseudomembraneuses. Je vous explique un tout petit peu. Un patient qui vient nous voir, on le met sous amoxicilline protégée, il fait sa diarrhée, il va guérir son infection, mais il va mourir par la suite au bout de 3-4 jours à cause du Clostridium difficile qui n'est pas pris en charge. Et on peut appeler le malade qu'il est mort guéri, c'est-à-dire qu'on l'a guéri. Mais l'infection diallo, à un certain point, on l'a tué. C'est d'où la prescription systématique des probiotiques avec les antibiotiques chez le sujet âgé. Ce que vous prescrivez, ce que vous conseillez, c'est de l'ultralevure, de l'enterogermina, choisissez ce que vous voulez, mais donnez quelque chose, comme le montre l'étude ici, la fréquence des diarrhées qui diminue de 50% avec des probiotiques. La surveillance de prescription, les infections à répétition, quand on revoit le malade qui est venu nous voir avec la première ordonnance, le premier médecin, au bout de 4-5 jours, une autre ordonnance, il faut voir la compliance le malade. Est-ce qu'effectivement il prend son traitement correctement? Est-ce que la posologie, est-ce qu'elle est adéquate? Il faut responsabiliser quelqu'un de la famille, surtout par rapport au sujet âgé. Et il faut privilégier surtout la voie parentérale à la rigueur au début du traitement, qui peut nous garantir une efficacité et une bonne observance. Pour la prévention, elle est importante chez les sujets âgés par rapport le pronostic vital d'ILO lors des infections. On va parler qu'il y a trois problèmes. La première campagne de vaccination elle était en 1940. Ça veut dire que la majorité des gens au-delà de 73 ans ils n'ont jamais été vaccinés. Il faut penser à la tuberculose, la coqueluche, la poliomyélite qu'on en voit encore. D'accord? Et on a quelques malades qu'on a diagnostiqués. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de rappel chez les sujets. Et quelqu'un sans rappel, c'est comme s'il n'a jamais été vacciné, il faut le prendre au temps. Et qu'il n'y a pas de programme obligatoire de vaccination. C'est comme chez l'enfant. Parce qu'avec les vaccins leaders dans l'enfance, on a transporté les maladies qui sont dans l'enfance, le sujet âgé. D'accord? Les rappels réguliers, tous les 10 ans, d'accord. Mais pour les gens non vaccinés, on a comme le calendrier de vaccination le sujet âgé. En général, il y a 3 vaccins qui sont importants. C'est l'antigrippal, pneumocoque, antigrippal une fois par an, pneumocoque tous les 3 ans, et l'anticytanique avec les rappels d'Iolo. Parce que c'est simple, quand il y a des coupons, qui porte d'entrée, il fait du tétanos ou qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, parce que pour nous c'est un truc, les maladies chikounes, ou même l'équipe chi, les services d'urgence, qu'est-ce qu'on dit? Le SAT, le sérum anticytanique. Est-ce que le sérum anticytanique, est-ce qu'il est efficace chez une personne qui n'est pas vaccinée? Non. Hein? C'est un problème de la santé, mais qu'il faut demander, il faut chercher, parce que non, mais il faut envoyer des demandes. Quand il y a les demandes de l'Institut Pasteur, qui dit le produit, il le ramène. Chauffe, ou من جهة أخرى دائما راه كاين في la santé publique, la santé ça existe tout le temps.
Et même par rapport, vous vous rappelez, la tuberculine, nous ما كنلقاوهاش نتوما ما كتلقاوش لي فارماسي لي لابواتوار ما كيلقاوهاش مي راه كيديروا نهار une fois par semaine في ان سونتر سونتي مثلا في السيكتور ديال البرنوسي كتلقى une fois par semaine كيديروها كل مره في ان سونتر سونتي كيعطيوهم باش كيديروا. Il faut juste chercher. D'accord. Pour les vaccins qui sont recommandés, c'est la poliomyélite et diphtérie. Je un seul vaccin pour les sujets qui n'ont jamais été vaccinés et pour rappeler les gens qui étaient vaccinés. Les points essentiels, ça veut dire, si on veut résumer tout ça, il faut toujours suspecter une infection devant toute modification de l'état clinique du sujet âgé. Brutal, la mission que vous laisse, puisqu'elle a remarqué l'immextime. Brutal. C'est-à-dire, il était bien, du jour au lendemain, qu'il y a des troubles, infection en premier, parce que l'infection, c'est elle qui est mortelle. S'il faut faire de l'Alzheimer, il ne va pas mourir de ça. Si même il dit un hématome sous-dural, on a un peu de temps, 3-4 jours. Vous avez les signes qui vont nous orienter en faveur de ça. Mais par contre, 48 heures, avec une infection, elle fait un sepsis, on est grillé. C'est-à-dire, le deuxième point, il faut se rappeler des deux sites de l'infection. Les plus fréquents sont les bronchopulmonaires et l'urinaire. Pour le bronchopulmonaire, il faut privilégier les amoxicillines protégées en premier temps. Pour les infections urinaires, les céphalosporines 3e génération, faire un ECBU, faire une désescalade thérapeutique. Pour les sujets âgés, il faut toujours éviter les hospitalisations afin de diminuer le risque de perte d'autonomie parce que les infirmières ne feront jamais ça malgré qu'on insiste. D'accord. Et la deuxième des choses, c'est pour prévenir les infections nosocomiales et surtout la primo-infection de la tuberculose. Ok. C'est-à-dire avant toute prescription médicale, il faut toujours calculer la clairance à la créatine et surtout par rapport aux 3 antibiotiques dont j'en ai parlé, ce sont les aminosides, les quinolones, les glycopeptides, en général, on n'en a pas besoin. Les cabinets, c'est pour le service de réanimation. Il faut toujours vérifier le risque d'interaction médicamenteuse. Je pense que vous connaissez mieux vos malades, je ne vais pas dire vos clients, vos malades plus que nous. D'accord. Ça veut dire, vous savez, qu'est-ce qu'il prend comme traitement. Je ne sais pas, faites-leur des carnets de suivi, vous avez le droit de les faire. Puisque vous notez ce qu'il a pris le malade, faites-leur des carnets. Qu'est-ce qu'il prend. Achetez le traitement des maladies chroniques. Et vous allez même nous aider, parce que s'il va venir avec un carnet de la pharmacie X, ou qu'on a fait le traitement de je comprends que j'ai affaire à quelqu'un qui est à jour et sait ce qu'il fait. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, à travers sa fiche de crédit, vous ne faites un carnet avec les médicaments qu'ils prennent. Ça veut dire pour la prescription systématique des probiotiques en association avec les antibiotiques chez le sujet âgé. C'est censé être du systématique. On en a parlé du clostridium difficile et de la colite pseudomembraneuse. Utilisez de préférence des antibiotiques non métabolisés par les reins. Parce que le rein, c'est l'organe qui souffre le plus. Et surtout qu'il y a un déclin physiologique qui est de 1 ml par an depuis la naissance. Ça veut dire une moyenne, à 60 ans, on a 60 ml qu'on a perdu. Les antibiotiques de choix chez le sujet âgé, à l'heure actuelle, sont les amoxicillines protégées, ça veut dire amoxicilline acide clavulanique, les céphalosporines 3e génération et les fluoroconéens en 3e intention. Et quand c'est l'indication vraiment est justifiée. Et sur ce, j'aimerais bien qu'on sera âgé comme ça. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Redouane Ajouhi, et merci beaucoup les laboratoires Cooper qui ont contribué à cette formation continue. Et pour clôturer notre salon, nous avons le